Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse critique sur Saludos Amigos. Avant de commencer cette vidéo, oui, ce film a été fait à une autre époque que la nôtre, du coup il peut y avoir certaines choses qui peuvent vous interpeller ou non. Dans ce film, je trouve pas qu'il y en ait tant que ça, mais on sait jamais, voilà, on tient à vous le dire. Sinon, nous ne sommes pas payés par Disney. Toutes les références qui nous ont permis de faire cette vidéo vous seront mis en barre d'infos. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous faire votre propre avis sur ce film. Certaines choses dont on va vous parler vont faire appel à de la culture générale et certaines références peuvent peut-être choquer les enfants. Donc cette vidéo ne sera pas classée dans le YouTube Kids. Voilà, vous allez pouvoir enfin commenter nos vidéos, comme pour celle d'une nuit sur le Mont Chauve. Saludos Amigos est un long métrage de 42 minutes produit par les studios Walt Disney en 1942. C'est un mélange entre des prises de vue réelles et du dessin animé. C'est aussi le plus court des longs métrages des studios. Cette œuvre se situe entre un documentaire et une fiction, puisque bien qu'on suit les aventures de Donald, Dingo et d'autres personnages fictifs, nous enrichissons tout de même nos connaissances géographiques, on en apprend plus sur certaines musiques et aussi sur de vieilles cultures atypiques. Apparemment, suite à la demande de Nelson Rockefeller, qui à l'époque supervisait le département d'État, Walt Disney aurait accepté de partir en Amérique latine pour faire de la politique de bon voisinage, donc de la politique étrangère, et il va représenter aussi les couleurs du drapeau américain. Même si cette mission ne faisait pas forcément partie de ses objectifs, ce voyage tombe à pic puisqu'il va non seulement obtenir une subvention de la part de l'État pour son prochain long métrage, donc qui est Saludos Amigos. Mais en plus, en 1941, les studios Walt Disney subissent une sorte de crise liée à quelques mouvements de grève au sein de l'équipe. Et on a aussi la Seconde Guerre mondiale qui freine le nombre de box-office dans les pays les plus impactés, comme beaucoup de pays européens. Sont concernés entre autres Pinocchio et Fantasia, qui n'ont pas pu rapporter l'argent escompté puisque le contexte ne le permettait pas du tout. C'est pourquoi Walt Disney décide d'accepter cette proposition et de partir avec quelques-uns de ses collègues dans le but d'accomplir sa mission diplomatique et de récupérer quelques images du pays ainsi qu'un scénario pour le film. L'équipe technique de Walt Disney prend l'avion pour nous faire découvrir l'Amérique du Sud. On va commencer notre périple au lac Titicaca, puis on va enchaîner avec Santiago du Chili. On va aussi notamment avoir un aperçu de Buenos Aires et nous finirons ce voyage au Brésil. Nous allons assister à 4 histoires bien distinctes, s'ouvrant par l'intermédiaire de dessins qui nous sont esquissés devant nos yeux par certains membres de l'équipe. Pour le résumé des 4 histoires, nous avons la première qui s'intitule le lac Titicaca. Donald découvre le lac et en profite pour essayer quelques coutumes. Il va entre autres vouloir diriger un lama et il va faire ça avec un instrument qu'on pourrait apparenter à une sorte de flûte. Donc voilà, il y aura beaucoup de gags, beaucoup d'humour et vous allez voir surtout de jolis et merveilleux dessins qui ont été faits sur le vif par du coup certains membres de l'équipe. La seconde, quant à elle, s'appelle Pedro le petit avion et comme son nom l'indique, c'est Pedro, un petit avion qui doit livrer pour la première fois une lettre et qui va faire face à de nombreuses contraintes géographiques et climatiques. La troisième histoire est El Gaucho Gofi, où on va vous expliquer ce que c'est qu'un gaucho et on va comparer cette culture avec celle du cow-boy avec Dingo. Aquarela de Brasil. Dans un paysage d'aquarelle qui vit au gré de la musique, nous avons José Carioca qui montre à Donald le sens de la fête. Donc la samba, tout ce qui découle du Brésil et c'est vraiment le court-métrage le plus important je trouve de ce long-métrage puisque déjà vous avez un personnage qui va revenir dans plusieurs films, plusieurs séries et plusieurs tomes de livres. Donc voilà, c'est vraiment un moment qui est hyper important. Si le documentaire ne vous intéresse
pas vraiment, passer plutôt à cette étape-là qui est la plus fictive en fait de l'histoire et où le rendu est juste sublime en termes de graphisme, de technique d'animation. Puisque vous avez le son qui est vraiment bien raccordé à l'image. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop les documentaires, passez tout de suite à ce 4e court-métrage qui est vraiment de toute beauté. Pour nous, ce film est un véritable bijou des studios puisqu'il apporte un vent de nouveauté et d'originalité tout en ayant été fait dans la plus grande simplicité. Et puis, on peut même dire qu'il est un tout petit peu en avance sur son temps puisqu'il utilise des codes qu'on retrouve dans la Nouvelle Vague. Donc la Nouvelle Vague, c'est un mouvement du cinéma français qui a eu lieu dans les années 50-60, dans lequel on cherchait à soulever des problèmes sociaux et culturels, la plupart du temps. Et pour cela, on utilisait vraiment des moyens techniques assez rudimentaires, donc des caméras légères, on voulait aller dans la rue, filmer le plus de choses possible, et pouvoir en tirer des choses vraiment réalistes. Enfin, même si quelques-uns s'en sont un peu éloignés. Donc c'est un peu ça, on va fuir un peu les studios, tout ce qui est décor, tout ce qui est un peu irréaliste pour chercher quelque chose de concret, de vrai. Et la plupart du temps, les films se faisaient vraiment sur le banc de montage. C'est-à-dire que on tournait le plus de choses possible et on n'avait pas vraiment un scénario qui était fixe. Il était continuellement en mouvement et l'histoire se faisait vraiment de bout en bout. À la fin, alors c'était pas le cas pour tous, mais je pense beaucoup aux documentaires où c'était vraiment comme ça. Je pense à énormément de films qu'a réalisé Alain Cavalier où on a un peu cet esprit de prise de vue qui ont été faites sans vraiment suivre un scénario bien précis. Donc voilà, il expliquait pour ses portraits XL que il procédait de cette façon, c'est-à-dire qu'il se rendait chez la personne et il la filmait, il filmait un peu tout ce qu'il pouvait voir, tout ce qu'il y avait, et c'était vraiment sur le banc de montage qu'il faisait son film. Et ben là c'est un peu pareil pour Saludos Amigos, c'est-à-dire qu'ils sont pas partis avec un scénario qui était vraiment fixe, ils avaient certes une petite idée, une petite trame, mais tout s'est fait sur le banc de montage. Et du coup ils sont partis avec vraiment une caméra légère de 16 mm qui est le seuil, on va dire, avant que ce soit une caméra qu'on emporte partout en voyage. Et du coup ils ont vraiment filmé toutes leurs étapes comme si on était avec eux pendant qu'ils prenaient l'avion, pendant qu'ils discutaient du film, pendant qu'ils découvraient de nouvelles cultures, de nouveaux lieux. Donc oui, voilà, en fait, on vous emmène vraiment dans ce voyage avec eux, bon, chose que vous ne retrouverez pas dans le second volet et c'est vraiment dommage, mais il y a cette recherche d'authenticité en fait. Comme dans la Nouvelle Vague, on essaye de vous faire quelque chose qui soit authentique, et ben là, pour le coup, c'est peut-être involontaire, mais on retrouve donc ces codes qu'on a dans la Nouvelle Vague. C'est le premier film constitué comme une anthologie, qui est une histoire composée de plusieurs courts-métrages qui sont tous sur le même thème et qu'on retrouve plus récemment dans Mickey, il était une fois Noël. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a eu plein d'autres, mais je pense que le dernier film en date qu'on ait vu avec cette sorte de compilation, pour nous c'était Mickey, il était une fois Noël. Et donc dans Saludos Amigos, c'est exactement pareil, même si on suit le voyage avec l'équipe, on a ces 4 petites fictions avec Donald, Dingo et d'autres personnages Disney qui vont agrémenter leur voyage. C'est un peu comme des épisodes en fait. Et puis c'est un des rares films Disney où on peut apercevoir Walt Disney pas en tant que promoteur de ses parcs ou de ses films, de son studio, mais plus là en tant qu'acteur dans le film. Donc voilà, c'est quand même un petit clin d'œil pour tous les fans de Disney de voir Walt Disney se mettre lui-même en scène, bon, toujours en tant que producteur, hein, mais voilà, c'est quand même assez beau de le voir, entre guillemets, jouer la comédie. Et apparaître dans ses films. Saludos Amigos est le premier long métrage des studios Walt Disney à être d'abord sorti à l'étranger avant de sortir initialement aux États-Unis. Donc il n'y a pas eu une avant-première là-bas, elle a été faite au Brésil et il a eu un accueil qui était plutôt chaleureux. En ce qui concerne sa recette, eh bien, elle s'élève à 623 000 $, soit 2 fois son coût de production. Donc c'est un film qui était vachement rentable, même si sa recette était plutôt modeste. En conclusion, une mission diplomatique réussie,
un film qui par rapport à ses récents prédécesseurs a pu rapporter énormément d'argent avec un coût de production assez peu élevé et qui en plus lui a valu 3 nominations aux Oscars pour la meilleure chanson originale, la meilleure adaptation musicale pour une comédie musicale et le meilleur mixage son. Une suite lui était donc assurée qui se nomme Les Trois Caballeros et du coup Disney Plus a fait une série sur ce thème-ci où on retrouve tout cet univers, Los Tres Caballeros et c'est vraiment magnifique, très coloré, on vous conseille d'aller la voir, elle était vraiment magique. Elle ressemble un peu à la bande à Picsou, mais version les Trois Caballeros avec leur personnalité bien distincte. Donc ouais, vraiment sympa, allez la voir. Et puis il y a aussi cette superbe attraction qui est dans un parc Disney en Floride et qui est donc à Epcot. Donc voilà, et elle s'appelle Les Trois Caballeros, donc The Three Caballeros. Et elle est juste sublime. Ça ressemble un peu à la Maison des Poupées, mais version Amérique latine, avec aussi des passages, comment on peut dire, avec des sortes d'écrans. C'était des Oui, télés. avec des écrans où vous voyez des images réelles, un peu comme dans le film original, et avec Donald qui était dessiné dessus et qui parlait. Et avec ses deux compagnons. Donc voilà, c'est vrai, aujourd'hui on ne peut plus voyager comme on veut, mais si dans un futur proche vous avez l'opportunité d'y aller, foncez, faites cette attraction. On ne sait pas combien de temps encore elle va durer puisque certains la trouvent assez vieillissante en termes d'effets spéciaux, mais elle est vraiment sublime, elle est à l'image du film, donc foncez tant qu'il est encore temps. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. Nous espérons aussi que vous ayez passé de très bonnes fêtes de Pâques. Malgré le confinement qui a été annoncé. Et n'hésitez pas à aller sur Instagram parce qu'on y poste toujours des photos en lien avec Disney et Disneyland Paris. Surtout Disneyland Paris. Donc voilà, on vous invite aussi à réagir dans les commentaires puisque nous vous le rappelons, cette vidéo ne fait pas partie du YouTube Kids. Donc voilà, vous avez aussi l'opportunité de nous écrire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur ce long métrage, nous vous invitons à consulter les liens que nous vous avons mis dans la barre d'infos et qui nous ont aidés dans nos recherches. Donc on vous attend dans les commentaires avec beaucoup de bienveillance s'il vous plaît. Et puis on vous envoie plein d'ondes positives en cette période qui est toujours aussi compliquée. On se retrouvera certainement pour un haul dans les prochains jours. Ciao.